J'ai un scoop pour vous. Non, regardez-moi, corruption. Attends, le lacet réalisé, après je te fais avec Jimmy Briand, justement la frappe ensuite. Oh, elle est belle, la légalisation. La clim, une nouvelle fois, mise par l'Olympique de Marseille dans cet Olympico. Now, so you're being a bully. John, stop talking. Oh, la frappe d'Eden Hazard, exceptionnel. Ce PSG est trop fort, ce PSG est fou. Stadium Ligue 1, le podcast du football français. Ça fait 2 ans qu'on a relancé ce podcast. Il était temps pour nous de le faire évoluer. Comme disait l'autre, le foot, il a changé. Eh bien, nous aussi, on va changer notre manière d'interagir avec vous. Nouvelle trêve, nouveau format, chose promis, chose due. À partir de maintenant, on se dévoile, enfin, de temps en temps, pas trop non plus. Comme annoncé, les sujets hors saison seront en vidéo. On va essayer de vous proposer des sujets sympas, un peu décalés, un peu sérieux aussi, des sujets que vous avez à la cafette, au bar ou au repas de famille le dimanche. Bref, des sujets qui vous ressemblent et qui nous aideront tous ensemble à mieux comprendre le football d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle du meilleur championnat bien sûr d'Europe, du monde et de la galaxie. Je suis Desti, votre serviteur, et pour m'accompagner pour cette première émission filmée, j'ai des voix qui reviennent souvent et avec qui je suis très content de partager ce moment. Et je vais commencer avec le premier, je pense que c'est celui qui vous a sans doute le plus marqué, le propagandiste numéro 1 de Thauvin en équipe de France. La légende veut qu'il a kidnappé la chatte à Dédé pour que ça se produise. James, comment tu vas ? Ouais, ça va, hein. Heureux que Florian Thauvin soit enfin à la place où il doit être, contrairement à certaines personnes désobligeantes qui racontent que n'importe quoi. Je vise personne évidemment. Non, en vrai, je suis content pour lui. Je trouve qu'il en a chié durant quelques années. Là, il revient bien. De toute façon, je vous l'ai dit la semaine dernière, sans blessure, il n'y a pas sa place. Bon, il y a eu une blessure surprise, on va dire. Tant mieux pour lui. Mais non, content pour lui. Et puis, on va voir ce que ça donnait. Exactement, tant mieux pour lui. Walid Acherchour valide tes propos. Et le deuxième invité, c'est le résident du Vélodrome. Il sait apporter du calme quand le Mistral frappe l'Olympique de Marseille. Je suis très content de l'avoir avec nous. Ludo, comment tu vas ? Ça va, salut l'équipe, salut James, salut Thomas, salut Dusty, le maître de cérémonie, ça va, écoute, trêve internationale obligatoire, on va se régaler devant l'Azerbaïdjan, incroyable, on est pressé. Je sens que t'as envie là tu peux plus attendre là. Non, je suis content de voir que c'est des matchs inutiles et on convoque des joueurs moyens, quoi. C'est pour ça qu'on convoque Thauvin. C'est pour ça. Ça commence. Et enfin, vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu. Un homme de goût, un champion d'Europe en titre, un supporter qui survole l'Europe du foot. Je dirais même un supporter qui a mis le FC Barcelone dans sa pocket. In the pocket. Thomas, comment tu vas ? Écoute, bonsoir à tous, salut Desti. Écoute, ça va très bien. Bon, moi, j'ai pas fait grand-chose de mon canapé, mais j'ai T'es sûr ? beaucoup Moi, de plaisir. il me semblait t'avoir vu là sur le côté droit là faire un petit Sur le côté débordement droit là, non ? Non, ça devait pas être moi. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur un côté droit, moi. Mais non, super content d'être avec vous dans ce nouveau format et de pouvoir vous rencontrer un peu plus en vrai qu'à l'audio forcément, et puis de pouvoir partager ça avec les gens qui nous écoutent. Donc hâte de pouvoir parler de sujets un peu plus sérieux que ces trêves hivernales où il n'y a pas grand chose à raconter à chaque fois. Donc un plaisir de partager ça avec vous.
Bon, messieurs, je vous ai envoyé plein de sujets au début de semaine pour savoir de quoi on allait parler. On va pas se faire un bilan général de la Ligue 1, on l'a fait plusieurs fois. Là, on va essayer de se concentrer sur quelque chose. Voilà, 2 sujets très intéressants et surtout qui rythment l'actualité du football français. Bien sûr, dans une première partie, on va un peu se poser la question sur Habib Beye. Est-ce qu'on en fait trop, pas assez? Voilà, on va. Alors ça, dans une deuxième partie, on va parler d'Habib Beye, mais dans une première partie, on va surtout se poser la question, et c'est pour ça que je suis content de t'avoir avec nous, Ludo. Est-ce que l'ère Longoria commence enfin? Donc, d'abord Longoria, ensuite Habib Beye. Mais avant, pour commencer en introduction, messieurs, j'ai envie de savoir quel est votre kiff de ce début de saison. Ça fait 7 journées de championnat. Je vais commencer par toi, James. Quel est ton kiff de ce début de saison? Bah alors j'ai deux réponses. La première c'est le RC Lens qui est enfin redevenu une équipe intéressante cette saison avec un très bon entraîneur. Et le deuxième joueur, le GOAT, voilà, le futur Ballon d'Or 2026, ouais. Bah, ça sera Malang Sarr. En vrai, on rigole, mais J'ai cru qu'il allait dire Thauvin. Ouais, moi aussi. non, mais j'aime bien Thauvin, mais je ne suis pas son plus gros supporter. Faut arrêter. Mais non, très très grand joueur, Thauvin au demeurant, plus grande légende de l'Olympique de Marseille, d'ailleurs. Et de Et de lui surtout. À Marseille, de toute façon, il n'y a pas de joueur emblématique, donc. C'est pas lui, quoi. Ça a été un genre emblématique très court. C'est des cousins. Très fort, Winamax, sur ça. Mais ouais, Malang Sarr et puis le RC Lens en général. Et si je devrais citer une autre équipe. Mais ça va, je t'ai demandé qu'un kiff, calme-toi là. Lui, c'est bon, là, Lens ils sont à fond là, je l'arrête plus là. Non, c'est parce qu'on est en direct, sinon j'aurais dit autre chose, mais vas-y. Ludo, c'est quoi ton kiff de ce début de saison? Alors moi je vais pas citer une équipe de foot parce que au bout de 8 jours de championnat, je pense qu'on va pas faire un bilan sur ça. Alors en gros kiff, moi c'est tout ce qui tourne autour du foot, c'est Ligue 1+. J'ai bien aimé ce qu'ils ont fait depuis le début. Ils ont eu en plus un nombre d'abonnés supérieur à ce qu'ils avaient prévu. Je maintiens qu'au niveau du prix, ça reste très cohérent, même s'il y a une petite augmentation l'année prochaine s'ils ont la totalité. Et j'aime les intervenants. Je trouve que c'est assez professionnel, qu'il y a des têtes qu'on connaît. Pour nous, les suiveurs de la Ligue 1, du coup, c'est facile de s'identifier. Et voilà, donc c'est mon gros kiff du début de saison. Pas mal. J'aime beaucoup ton kiff. Thomas, ton kiff de ce début de saison? C'est vraiment, je me suis pas concerté avec Ludo, mais j'avais deux sujets qui me revenaient. Il y en avait un, c'était Ligue 1+. Donc je vais pas en parler parce que Ludo l'a déjà fait, mais j'ai un gros kiff, en tout cas un gros plaisir de pouvoir suivre la Ligue 1 sur cette chaîne parce que je trouve que c'est plutôt quali ce qu'ils font et c'est plutôt rassurant en tout cas en tant que suiveur de la Ligue 1. Par contre, du coup, je vais vous parler de la deuxième chose. C'est pas un top ou un kiff, c'est plus un bravo et un soulagement et puis peut-être un petit coup de cœur aussi. C'est l'équipe de Lyon parce que même si je reste supporter parisien. Ça m'aurait fait mal au cœur de voir une équipe, une institution comme Lyon dégringoler, descendre et mourir comme ils étaient presque en train de le faire et de les voir se relever comme ça et de produire, alors c'est pas toujours flamboyant, mais de réussir à prendre des points, à faire sortir encore des jeunes parce que c'est ça qui a fait leur réussite à chaque fois, chaque année. Donc de faire ressortir des jeunes comme ils arrivent à le faire cette année, d'avoir un 11 cohérent, un coach qui malgré qu'il soit encore dans les tribunes, qui a l'air d'avoir trouvé une osmose, une synergie dans son équipe et que tout le monde a l'air de le suivre. C'est plaisant et c'est rassurant parce que l'année dernière, si on m'avait dit Lyon allait descendre en Ligue 1, ça aurait été un peu un reflet et puis une représentation un peu de la défaite et de la déchéance de la Ligue 1. Ça aurait été un mauvais message.
clairement. Ouais, un super mauvais message pour la Ligue 1 avec tout ce qui se passe en ce moment, des droits TV et puis le futur des clubs qui est très incertain, en tout cas de beaucoup de clubs qui sont très incertains. Si en plus de ça, une institution comme Lyon serait tombée, je pense qu'on aurait eu très très mal et le football français aurait encore eu plus mal que ça. Et de les voir se débrouiller comme ils se débrouillent, et c'est quand même assez plaisant et ça fait plaisir. Et au-delà de ce support, de ce regard un peu de clubisme et de supporterisme, faut quand même se féliciter et se réjouir d'avoir un club aussi fort que Lyon qui revient à ce niveau-là, alors que c'était pas du tout ce qu'on aurait pu penser et prédire en début de saison. Après, Non, c'est vrai. je te laisse aussi juste pour compléter ce que vient de dire Thomas. Je suis d'accord sur l'idée que Lyon c'est une belle surprise, mais malgré tout, je maintiens et heureusement, hein, moi, j'étais un fervent supporter de l'idée qu'ils restent en Ligue 1, mais on sait aussi pourquoi ils sont restés en Ligue 1. Je pense que malheureusement, avec les mêmes conditions, tu t'appelles Angers, tu descends. Sedan, voilà. Mais après, je rejoins totalement ce que dit Thomas. C'est très bien pour le foot français. Il fallait. Et sportivement, ils sont en train de faire, de bien se démerder. Pardon pour le mot, mais en tout cas, ils sont en train de faire quelque chose de cohérent. Et ça va être une équipe qu'il faudra surveiller. En tout cas, pour je pense, une bonne partie de la saison. Est-ce que je peux rajouter quelque chose de style? Bien sûr, vas-y, je t'en prie. Je voulais juste te dire que je suis d'accord avec ce que mes deux compères ont dit, mais il y a une chose qui me chagrine un peu, c'est que tu t'appelles Lyon, tu t'appelles Sedan, t'es pas jugé à la même enseigne. C'est que Sedan, ils sont descendus en régional pour, entre guillemets, moins que ça. Alors, je dis pas que Lyon j'aurais apprécié que Lyon descende, mais c'est que malheureusement, on sait très bien que la stature et l'importance du club fait ça change des choses, on va dire, au niveau de comment tu seras jugé. On a fait. Ouais, mais après, pour corroborer un peu, suivre ce que vous dites, hein, et puis Ludo, t'étais avec nous lors de cet épisode, hein, quand on avait reçu Jean-François Brocard, hein, qui est maître de conférence à l'université de Limoges et qui nous a très bien expliqué, voilà, aujourd'hui comment fonctionne la DNCG, les comptes des clubs, etc. Bon. Même si de lui-même, hein, avec toute la réserve qu'il a, puisque c'est aussi un universitaire, c'est un homme de science, lui, il s'appuie aussi sur les faits et les chiffres. Mais c'est vrai que Lyon, on va dire que ça a été très gentil, puisque c'est quand même une équipe qui avait été déjà sanctionnée en décembre, une première fois, donc qui était déjà reléguée provisoirement en décembre. Quand ils sont de nouveau passés devant la DNCG, les comptes qu'ils ont présentés ne sont pas passés. Il a fallu changer de président, faire venir des personnes qui a réellement écarté Textor de l'organigramme pour rassurer un peu tout le monde. Je suis pas sûr si Textor était resté. Si Lyon serait resté aussi en Ligue 2. Donc, tant mieux. Moi, je suis d'accord avec toi, Thomas. Je suis content de voir Lyon quand même en Ligue 1 au vu de la situation de la Ligue 1. Et c'est vrai que ajouter ces clubs historiques en Ligue 1 et Ligue 1 Plus qui fonctionnent très bien, on a un début de saison qui est plutôt pas mal et plutôt réjouissant quand même. Très bien, messieurs. On va pouvoir se lancer dans le premier sujet du jour et on va pouvoir discuter de l'Olympique de Marseille. Là, je vois son grand sourire. J'aime beaucoup. Mais surtout, on va parler de Longoria. On va parler de Longoria avec toi, Ludo, et même avec vous. Et le premier sujet, et on va se poser la question, est-ce que l'ère Longoria commence enfin? Alors, juste pour vous remettre un peu dans le contexte, Longoria, il est arrivé en 2020 à l'Olympique de Marseille, d'abord dans la section sportive. Ensuite, il est devenu président en 2021 pour remplacer Monsieur Hérault. Grand président. Le meilleur, l'un des meilleurs présidents de l'OM. Je suis sûr que Ludo, il te manque beaucoup. Oui, beaucoup. Depuis du coup, on va partir depuis 2021. Longoria, c'est ça sa présidence. Longoria. Alors Sampaoli, on peut se poser des questions. Est-ce que c'était lui, c'était pas lui? Mais bon, on peut dire que c'était quand même un peu lié. C'est lui qui allait chercher. Voilà. Il allait chercher, donc il y a eu Sampaoli, Tudor, Marcelinho, qui est un fidèle aussi, Jean-Louis Gasset, Gattuso, Abardonado, Larquet. Abardonado, il est toujours au club. Abardonado, c'est de la transition, c'est le mec qui est au club et qui l'accompagne. Donc, c'est pas pour moi
On le compte pas. Bon, on compte pas Abardonado et Larguet. Et enfin De Zerbi, donc ça te fait déjà quand même 6 coachs sous l'ère De Zerbi. 66 arrivées sous l'ère De Zerbi. 520 millions. Longoria. Seulement 542 millions, 542 millions d'euros dépensés. On est sur un déficit de 140 millions. C'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup d'attentes. Et puis tu le disais un peu, Ludo, en début de saison, beaucoup d'attentes sur Longoria cette année quand même. Ouais, non, mais après là, t'as amené beaucoup de chiffres. Je rejoins. Faut pas faire peur aux gens en citant le nombre d'arrivées parce que à titre de comparaison, tu vas aller voir à Lille, tu vas aller voir à Lens, il y a eu énormément d'échanges, de transferts. Donc moi je pense que ces chiffres-là, ils veulent rien dire. Là où de ce que j'ai envie de parler, c'est plutôt les émotions et par contre, ce qui est certain, c'est que l'armoire à trophées elle est toujours vide. En termes d'émotion, c'est très bien ce qui se passe sous la présidence Longoria parce que sa première année de présidence, il récupère le club en mars, donc tu dis très bien. Le club, les supporters sont rentrés à la commanderie, ils ont brûlé les cyprès, les gens ne veulent plus aller au stade, il y a des grèves en cours et en fait, on finit cette saison-là dans un stade. On va pas au stade à ce moment-là, c'était le Covid, pardon. Mais du coup, il y avait aussi cette frustration de pas aller au stade. Mais on finit mine de rien cette saison-là en Ligue Europa Conférence, la première édition. À terme, on fera demi-finale. Bon, ben voilà, ça aurait été très correct. Et donc, tu sens que il partait mine de rien de rien et même de en dessous rien en termes de base. Il y avait aucune fondation sportive. Il était au club depuis l'été précédent, mais il n'avait pas il avait pas toutes les cartes en main et il avait au-dessus de lui un mec qui connaît beaucoup le football, en tout cas les startups plutôt que le football. C'était Héron qu'on a parlé et du coup il est arrivé avec pas grand-chose. Il a utilisé un procédé pour lequel on l'a beaucoup critiqué, mais il a réussi à te faire venir au club, ok, par des prêts et des joueurs qui sont pas restés, mais les noms qui sont arrivés depuis que Longoria est au club. Je n'oublierai jamais qui on a eu avant lui. Il a réussi à faire venir des William Saliba, titulaire indiscutable en équipe de France ou en tout cas à Arsenal aujourd'hui. Guendouzi, on aime, on n'aime pas, mais c'est fort quand même. Alexis Sanchez. Je vais pas faire le listing parce que tu as dit il y a eu 65. Oui. Grande réussite. Non, mais je rigole. Non, mais je suis d'accord avec toi. Même le grand Pape Diouf, paix à son âme, il en a raté plein. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Sur 66, il n'y avait que des réussites, vous serez champion d'Europe. On serait champion d'Europe et avant vous, ça aurait été incroyable, hein, mais malheureusement. Techniquement, vous êtes champion d'Europe avant nous. C'est vrai. Oui, c'est à jamais les. C'est bon. Non, c'est bon. Non, mais ouais, non, voilà. Moi, je trouve que là, actuellement, pour reprendre le thème initial, parce que on va pas faire un débat sans le lendemain sur Longoria, mais oui, là, je trouve qu'il s'est entouré de personnes compétentes. L'arrivée de Benatia n'y est pas étrangère. Et pas Benassia, c'est bien Benatia, c'est lui-même qui l'a dit. Donc, ça restera Benassia. Voilà, on ne déforme pas un nom de famille quand il n'a pas lieu de l'être. Et donc voilà, je pense que là, il a réussi, et tu l'as dit, à stabiliser un entraîneur en lui donnant les moyens, le 31 août, certes, mais il lui a donné les moyens pour réaliser une saison complète en espérant au moins une petite coupe de France, tu vois, un petit truc pour au moins crédibiliser son projet. Mais oui, je rejoins ton questionnement. On peut rentrer dans le début d'une meilleure période de Longoria, parce que jusqu'à présent, en fait, c'était un puzzle un peu abîmé et il y avait tellement de choses. Il n'avait pas les moyens tu vas prendre des joueurs en prêt avec des options. Là encore cette année, des joueurs que tu vas payer que dans un an parce que on n'est pas le Paris Saint-Germain ou des Manchester City ou quoi avec des puits de pétrole derrière. T'as un Franck McCourt qui met beaucoup d'argent. Il en a mis beaucoup plus que ce qu'on veut nous faire croire. Mais mine de rien, ça reste une personne et voilà. Mais je pense qu'on peut rentrer dans une bonne période de sa présidence. Enfin, je le souhaite en tout cas.
Thomas, il y a quelque chose qui est intéressant que Ludo il dit, et je te laisse réagir sur ses propos. Au final, sur tout ce que j'ai cité là en termes de recrues, en termes d'argent, etc., est-ce que c'est la meilleure recrue de Longoria, c'est pas Benachia? Ah bah évidemment que c'est sa meilleure recrue. Et pour moi, c'est plus le début de l'ère Benassia que de l'ère Longoria, parce que Longoria, depuis 2020, il était temps que son ère elle commence. Arrivé en 2020, donc 5 ans pour démarrer un projet qui tient la route. Les Marseillais sont patients quand même, alors que c'est pas dans leur habitude. C'est pas dans leur habitude d'être patient. Et là, je vous ai trouvé quand même hyper patient avec ce mec, qui fait quand même des... Alors, tu disais, oui, effectivement, Lens, ils font beaucoup de transferts. Par contre, changer son 11 de départ tous les ans, pratiquement à 100%, ils font pas ça, Lens. Et Non, c'est pratiquement ce que vous vivez depuis quelques années avec lui. Donc, moi, je vous trouve hyper patient, et je vous ai trouvé hyper patient parce que là, maintenant, il y a plus de patience vu que les résultats sont en train d'arriver. Mais pour un peuple aussi chaud et aussi bouillant que vous, qui êtes justement dans l'impatience constante par rapport à des résultats, je trouve que vous avez eu beaucoup de clémence entre guillemets avec lui. Même si ça a beaucoup chauffé à certains moments avec des groupes de supporters, Ce que j'allais te dire, et avec le centre de formation, les trucs un peu bizarres qui se sont passés. Il y a 2 ans, Donc, il est sur le point de partir. Ouais, et puis il a 2 doigts de partir même, je crois. Et je sais pas par quel miracle il est maintenu. Je crois que c'est McCourt qui le convainc de rester ou quelque chose comme ça. Donc heureusement qu'il est resté d'ailleurs. Hein. Moi, je mets beaucoup de relief dans mes propos. Hein. Je dis pas que du mal. Moi, à la base, Longoria, c'est un mec, quand il est arrivé, je me suis dit, il va faire du bien et ça va amener de la fraîcheur. Il a un réseau, mais j'ai pas, au fur et à mesure des années, j'ai pas fini par être convaincu par ce mec-là. Si pour moi sa réussite, il la doit à Benassia cette année et l'année dernière, qui lui a ramené des top joueurs, des vrais top joueurs. Pas des mecs de 34 ans, 35 ans qui viennent pour faire 1 an ou 2 et briller, puis après partir au Qatar ou en Arabie Saoudite. Je trouve que l'équipe, elle est hyper cohérente parce que grâce à ce que Benassia il a réussi à construire, et que aujourd'hui, demain, je pense que tu as plus à perdre en perdant Longoria qu'en perdant un Benassia dans le club. En perdant un Benassia qu'en perdant un Longoria, pardon, ouais, c'est ça. Donc l'ère Longoria, est-ce qu'elle commence maintenant? Oui, si vous voulez, on peut dire qu'elle commence maintenant, mais moi je dirais plus c'est grâce à Benassia que l'ère Longoria peut démarrer et qu'il y a quelque chose de cohérent qui est en train de se passer. Donc Oui, moi c'est mon avis. Hein. Oui, moi je partage ton point de vue. Je pense que Benassia a ramené un niveau, on va dire qualité plus, mais Benassia il n'est pas venu au club sous Jacques-Henri Hérault. Enfin, tu vois ce que je veux te dire. Il est venu très probablement à la suite de Longoria. Donc indirectement, c'est aussi du fait d'avoir Longoria qui te permet d'avoir ce mec-là au club. Bah ouais, mais il faut 5 ans pour arriver à trouver un mec comme ça, tu vois. Oui, mais attends, tu sais. C'est là on peut dire c'était le bonhomme. Tu vois, on a souvent tendance à dire, tu sais, certains joueurs quand ils réussissent pas dans des clubs, c'est le mauvais contexte. Oui. Est-ce que là aussi on n'a pas cet effet inverse en disant, ah bah tu le dis un peu Ludo, est-ce que sous Hérault ça aurait été la même chose? Bah là sous Longoria, on a le bon contexte pour voir un Benassia exploiter, enfin en tout cas son full potentiel en tant que. C'est un mec du club, hein, Benassia à la base, faut pas l'oublier. Hein. Je suis pas sûr qu'il vient au club s'il est pas formé là-bas. Hein. Sous Jacques-Henri Hérault, bon contexte, bonne situation, grand au vin, pour en faire une petite dédicace. Tu fais de finale de Ligue Europa et pourtant t'as un des pires présidents du club. J'oublie pas non plus, j'en parlais tout à l'heure. La dernière fois qu'on est champion de France, c'est Jean-Claude Dacier président, un énorme facho de la fachosphère CNews qui est président de mon club. Et quand on est champion de France en 2010, donc. C'est comme tu le dis bien, ça dépend du contexte. Après, moi, je pense que 5 ans dans un club comme l'OM, c'est long. S'accrocher, c'est une preuve aussi déjà de fidélité à l'environnement dans lequel tu es. Faut pas oublier qu'il est jeune, Longoria. On attend d'un président qui a tout juste 40 ans, même pas, je crois, de faire des choses que des Aulas ou voilà, on peut aller à l'étranger, voir des gros présidents. Ah mais
Après, Longoria, Longoria, c'est pas n'importe qui non plus. Hein. Le mec, il a bossé à la juge avant. Oui. Jamais mais il est président d'un club. Faut aussi noter non, ça. mais je suis d'accord que c'est la première fois qu'il est président d'un club, mais il vient pas de nulle part. Avant, il a aussi bossé à la Juve, il a bossé à Valence. Je crois qu'il bosse au Real Oviedo ou quelque chose comme ça avant. Il est de là-bas. Il a fait énormément de clubs où il a eu des postes plus ou moins à direction. Donc, certes, il n'a jamais été président de club, mais il connaît le milieu du foot. C'est pas être président d'un club et être directeur sportif, vous entendrez bien que c'est pas le même métier. James, tu t'es pas prononcé sur la question avant qu'on passe sur je laissais Dupont et Dupont parler. En vrai, moi, il y a un truc qui me dérange avec lui, et quand je dis le tout coulupt, il y en a un qui va rigoler. En vrai, j'aime bien ce qu'il fait dans le sens où il a pris une situation qui est très compliquée, et il a quand même réussi à faire un truc pas mal. Même si pour moi, De Zerbi, est-ce que c'est l'homme qu'il faut à Marseille? J'ai encore des doutes. Honnêtement, j'ai encore quelques doutes. C'est pas le propos. Mais moi, ce que j'aime pas avec Longoria, c'est surtout comment dire ça, son instabilité. C'est le fait que sur certains moments, on l'a vu la saison passée, il a eu 5-6 matchs de suspension. À la suite, Lance Auxerre. On l'a plus beaucoup revu. Ça s'est arrêté fin août, sa suspension. Ah putain, ouais, d'accord. Parce que ce qu'il a dit, c'est quand même scandaleux, et je pense qu'on est tous d'accord que. Inacceptable. Oui, on est d'accord. Je suis le premier à insulter les performances des arbitres français, mais de là à parler de corruption, voilà. Surtout quand t'es président d'un club de Ligue 1, ça ne se fait pas. Mais pour moi, c'est vraiment son instabilité. C'est ce que j'ai cru qu'il allait dire ça, surtout quand t'es président de l'OM, parler de corruption. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je suis d'accord qu'il est allé trop loin, mais quand tu vois l'étang aujourd'hui, tous les présidents qui sont en train de dire, mais vu que c'est du corporatisme français, ça dérange pas. Alors, l'étang, t'inquiète pas. Attention, l'étang a été élu nouveau représentant du foot français. Attention. L'étang, je pourrais pas dire ce que j'en pense ici, parce que sinon, j'ai pas envie que Dusty tu bip, mais mais on reste sur l'OM, messieurs, on reste sur l'OM. Justement, on a parlé de Longoria, de la mise en place de ce système, Benassia, tout se passe bien, génial. Justement, maintenant, et quand on regarde le début de saison de l'OM, donc l'Olympique de Marseille qui est actuellement deuxième du championnat derrière le PSG, donc avec 15 points, le PSG 16 points. Donc c'est 5 victoires et 2 défaites pour l'instant pour ce début de saison. Surtout, en fait, je vais vous poser cette question-là, c'est est-ce que l'OM cette année ne peut plus se cacher? Je vous pose la question pourquoi? Parce que on était dans l'attente de voir ce que l'OM allait faire pendant ce mois d'octobre, là, septembre-octobre, parce qu'il y avait des grosses confrontations qui arrivaient, que ce soit en Ligue des Champions, donc il y avait le Real Madrid, l'Ajax, si je me trompe pas, et du coup, et l'OM, ils enchaînaient aussi entre-temps le PSG, Strasbourg, mais c'est Lorient dans une moindre mesure. Mais c'est vrai que c'était aussi un peu un mois décisif, surtout quand on reprend le contexte du mercato, la bagarre avec Rabiot, et derrière la bagarre avec Rabiot, et derrière ce recrutement de dernière minute. Donc, c'est ça. Donc quand on reprend tout ce contexte et ce qui s'est passé, est-ce que cette année, là, après ce premier bilan qu'on peut faire de l'OM, est-ce que l'OM ne peut plus se cacher? Est-ce qu'on doit attendre cette année que l'OM soit un concurrent du PSG? Je crois, très honnêtement, qu'il se cache pas. Que ce soit De Zerbi, que ce soit Benassia dans la sphère médiatique, il ne s'en cache pas. Longoria, on ne l'entend pas, donc je parle pas de lui. Mais De Zerbi le dit, on a une équipe plus forte que l'an dernier. C'est lui qui le dit, il les a à l'entraînement, et en vrai, intrinsèquement, on est tous d'accord avec lui. Et Benassia, pour avoir fait le tour des popotes médiatiques après les matchs de l'Ajax et Metz, ce qui me dérange un peu parfois, mais qui est très bien aussi, très honnêtement, ils se cachent pas, et ils disent, voilà, on doit être à notre place, on doit assumer notre statut, en tout cas en Ligue 1, en Coupe d'Europe, si on réussit à finir dans les 24 premiers, on prendra, c'est quand même l'objectif initial. Après, je trouve que pour le coup, dans
dans la com, il ne se cache pas, et je pense que c'est ce qu'il faut faire, comme tu dis, après avoir eu un mois d'août un petit peu animé, on va dire. James, Thomas, vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes du même avis dans le sens où cette année, l'OM ne pourra pas se cacher derrière des fausses excuses ou autre chose comme on a pu voir l'année dernière, et on doit attendre cette année un OM qui se bat pour le titre? Pour moi, le message il est clair depuis de la fin du mois de septembre. T'as une équipe qui a gagné pratiquement tous ses matchs en septembre, sauf Madrid, où tu passes pas loin d'un exploit et qui aurait pas non plus été démérité au vu de la deuxième mi-temps, où tu mets un peu plus la main sur le ballon. Enfin bref, on va pas revenir sur le match de Madrid, mais c'est pas. C'est marrant que tu dises en plus la main sur le ballon, étant donné que c'est une main de Medina qui a... Non, moi je valide pas. Bref, pardon. Non, mais pour moi, si tu te caches, c'est que tu t'assumes pas tes responsabilités de deuxième plus grand club de France, après Paris, évidemment. Mais non, c'était pour le petit côté chambreur, mais pour moi, tu dois prendre tes responsabilités et assumer ton statut. Pour moi, il faut qu'à la fin de la saison, il y ait moins de 6 points au moins entre Paris et Marseille. Tu peux pas finir à 15 points, 20 points. Oui. C'est hors de question. C'est inacceptable. Et c'est inacceptable. En tout cas, même les années passées, c'était inacceptable, mais cette année, ce le sera encore moins. Tu vois, je pense, Thomas, pour faire le parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure, je pense que si en fin de saison, on est à 12 points derrière, il y aura beaucoup moins de patience. C'est un échec. Non, mais même au niveau de la réaction du supporter, qui jusqu'à présent, je te rejoins, on a été assez calme. Là, je pense que si tu finis à 12-15 points du PSG, ça passe. C'est du foutage de gueule si tu finis à 12 points du PSG. C'est pas possible avec l'équipe que t'as construit là. Tout ce qui te manquait l'année dernière, c'était une défense. T'as une défense en béton armé maintenant. Sur les 6 ou 7 derniers matchs, je crois que t'as pris que 4 buts, dont 2 contre Madrid. Ouais. C'est quand même assez costaud. T'as des joueurs, t'as des tauliers derrière, t'as de quoi faire tourner un peu devant. Avant, ça jouait qu'à droite. Maintenant, tu peux jouer un peu. Ou en tout cas, j'ai l'impression que tu peux commencer un peu plus à jouer à gauche avec Peichao. Comment permettre de faire commencer un jeune du centre à la place de Aubameyang ou Gouiri. Ouais, voilà, c'est ça. T'as des mecs qui montrent des trucs des trucs vraiment vraiment pas mal. Nadir, c'est pas mal aussi. En tout cas, c'est un mec qui mouille le maillot, qui donne tout ce qu'il a sur le terrain et qui est vraiment pas dégueu. Donc pour moi, mais il y a plein de choses positives à retirer, à parler de Marseille, à part ce début de saison avant le mois de septembre où je me suis dit ça va encore être un sketch. Ouais. Et le cirque de l'année, ils vont encore se foutre de notre gueule pour ça. Ouais. Voilà. Moi j'étais vraiment énervé. Alors j'imagine pas les supporters de l'OM, mais je me suis dit mais c'est pas possible. Ils font exprès ou c'est comment en fait, parce que les mecs ils apprennent jamais leurs leçons et puis après tu sais pas ce qui se passe. T'as l'impression qu'il a fallu justement ce tremblement de terre pour que ça bouge. En plus de ça, je suis pas sûr que c'est le fait que Rabiot soit parti qui ait amené tous ces joueurs-là, parce que je pense que t'aurais quand même fait 2-3 recrues en plus, même si Rabiot était pas parti. Je pense que t'aurais peut-être pas eu Pavard. Peut-être pas Pavard, mais t'aurais fait un Aguerd, t'aurais fait un Vermeuren, t'aurais fait des joueurs comme ça. Oui, tu les aurais fait, cela ça aurait pas changé. Mais... Donc, et puis au vu du contexte, avec surtout l'équipe parisienne qui est en train d'enchaîner les blessures et qui a pas forcément un effectif, en tout cas quantitatif, pour jouer les deux tableaux à fond, en tout cas en début de saison, si tu grattes pas des points dès le début de saison pour aller les titiller jusqu'à la fin, c'est pas possible. Donc pour moi, c'est indispensable pour le moteur Ligue 1 et le championnat, et pour Marseille, que Marseille vienne titiller le PSG, et pour moi c'est normal. Ce qui est en train de se passer est normal, et il faut que ça reste dans la normalité. Et je pense aussi ce serait bon pour la Ligue 1 même de manière génare qui est un peu plus d'opposition. Mais moi j'attends que ça. Tous que le supporter parisien ou pas, au bout d'un moment, on en a marre de, entre guillemets, se faire les championnats à 15-20 points d'écart tous les ans et de regarder la Ligue 1 sans trop de saveur à partir du mois d'avril ou du mois de mars ou même du mois de février.
T'as faut envie de pas voir tuer une le bataille, une championnat, lutte pour monsieur. le titre. T'as envie de voir une lutte pour le titre. Jusqu'à l'année dernière, c'est vrai que pour un supporter parisien, t'étais champion, on va dire, de manière anecdotique. Et vu que ta saison s'arrêtait souvent entre mars et avril, Mais bien sûr, faut arrêter de se voiler la face, les gars. Le championnat, au bout d'un moment, quand on gagne 10 d'affilée, allez, il y a 2-3 exceptions où où tu le loupes, mais tu peux pas prendre du plaisir quand tu gagnes avec 20 points d'avance, 7 fois sur 10. C'est pas, enfin, le sport, il est fait pour que tu prennes du plaisir dans l'adversité. Et quand il y a plus d'adversité, qu'est-ce que tu vas chercher comme émotion? Alors en Allemagne, ça doit être compliqué quand même. Ah, mais en Allemagne, mais même en Italie, l'époque de la Juve et tout, c'était pas drôle, je pense. La différence aussi de ces championnats-là, et tu sais bien que tu le mentionnes, Ludo, c'est que ils te procurent aussi ils ont pris le jeu comme un peu du spectacle et de l'entertainment. Donc ils arrivent quand même, ils ont trouvé cette notion de spectacle. Alors c'est toujours le Bayern qui gagne, mais même si tu vas voir un match de deux clubs de milieu de championnat, généralement tu sais que tu vas voir du but parce que ça va dans tous les sens. Et ils ont une certaine ferveur pour le foot. Mais moi, il y a un point, James, sur lequel je voulais te lancer et que tu l'as un peu mentionné un peu au début, c'est De Zerbi. Ça fonctionne, j'ai l'impression, sur ce début de saison. Est-ce que toi, t'as pas forcément l'air convaincu? Est-ce que pourtant j'ai l'impression qu'on comprend un peu mieux ce qu'il essaye de produire? Alors c'est pas que je suis pas convaincu, c'est que factuellement il termine deuxième la saison passée. Et puis là, à part une défaite contre Rennes, je fais pas de bêtises. C'est ça, en début de championnat, défaite contre Rennes. Et Lyon est c'est vrai 1-0. que Lyon, oui, c'est vrai. À part ces deux défaites-là, dont une où vraiment c'est, comment je veux dire ça, c'est un accident de parcours clairement. Il n'y a pas grand-chose à dire. Lens Marseille, c'est dans 3 semaines. Bientôt, je fais là, une bêtise. Ouais. Donc je pense que ça va être un bon match, mais c'est pas le propos. Je pense que cette équipe, elle a quand même les armes défensivement, même si je pense que l'absence de médias va faire mal. Outre que c'est vraiment un défenseur que j'aime beaucoup, je pense que sans lui, la défense marseillaise, c'est pas la même. Là où je peux te permettre de te couper, c'est que depuis le début de saison, malheureusement, il n'est pas épargné par les blessures. Ouais, malheureusement. Et que ça me fait mal. Du coup, il est 2 mois, c'est ça? Oui. Là, 2 mois out. Ouais, là, on le reverra pas avant décembre. Ça me fait très mal. Ça fait chier, pardon, mais je pense qu'aujourd'hui, ce début de saison, on l'a fait sans lui, malheureusement. C'est vrai. Alors, en vrai, avec Pavard et Aguerd, j'avoue que... Parce que Medina, il a été titulaire 2 fois, une fois remplaçant. Oui. Et pourtant, Marseille, actuellement, en championnat, je dis bien en championnat, Marseille, c'est la 6e meilleure défense d'Europe. Oui. Ah oui, excusez-nous. C'est la meilleure défense de France avec c'est la meilleure Lyon et Paris, non? C'est pour ça que Medina, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi, James, c'est un très bon joueur, mais on n'a pas encore eu l'honneur d'avoir eu son talent sous les couleurs olympiennes. Alors, je doute pas qu'à terme ça viendra, mais pour l'instant, et dans cette zone-là, on est épargné par les blessures. C'est soit lui qui se blesse, soit Balerdi. Et si Balerdi se blesse, pardon, il y a un truc dans la gorge. J'aime bien en plus Balerdoche. Non mais on va pas se le cacher, si t'enlèves Aguerd et surtout Pavard, qui sont toujours 2 grands défenseurs, il y a pas de souci par rapport à ça, mais tu prends la défense avant qu'ils arrivent, c'est vraiment comment je vais dire ça gentiment, une catastrophe. Parce que c'était le chantier prioritaire. Oui, on est d'accord. Parce que le milieu de terrain, il a toujours fait le taf, même si bon, il y a certains joueurs qui devaient monter en régime. Je trouve que la défense, elle s'est bien renforcée. Et l'attaque, alors le vote brésilien que j'ai pas eu d'écorcher son nom de famille. Paichao. Pêche, donc je l'appelais comme Igor. Igor, ce que j'ai vu contre l'Ajax et contre Metz, ça a l'air pas mal. Après, il faut pas s'enflammer. Je rappelle qu'il y a des joueurs qui sont très bien commencés et qu'ils ont très vite descendu. Mais il y en a qui n'ont jamais commencé. Il a très mal commencé, Igor. Il a été critiqué il y a 2 semaines et il a juste mis un doublé contre juste titre. Et tout le monde a dit que c'était le meilleur joueur du monde. Mais c'est loin d'être le meilleur joueur du monde. C'est un joueur qui revient, qui découvre un nouveau championnat. Et en fait, c'est
comme je crois que c'est toi qui disais Thomas tout à l'heure, il apporte une opportunité au club qu'avant on ne s'appuyait que depuis sur Greenwood. Là, un Paixão, c'est pas du tout Greenwood, mais il apporte une nouveauté dans le jeu et c'est une option supplémentaire pour De Zerbi. Et depuis le début de saison, enfin depuis début septembre, pour revenir à De Zerbi, sa gestion des joueurs, elle est parfaite. Parce qu'il a réussi à impliquer tout le monde. Je me rappelle, avant le match de l'Ajax, tout le monde, et moi le premier, disait Nadir titulaire, Vermaelen titulaire, mais c'est n'importe quoi. 90 minutes après, Vermaelen, ballon d'or. Non, c'était Ousmane. Mais voilà, il y avait une euphorie exagérée, mais c'est ce qu'on aime. Mais du coup, finalement, il réussit à concerner l'ensemble des joueurs qui sont là, qui sont arrivés cet été, qui étaient là, parce qu'il en reste de l'année dernière. Et pour moi, défensivement, juste pour te corriger, James, le pion essentiel, ce n'est pas Pavard, mais c'est Aguerd. Je suis d'accord. Et tu vois, même pour corroborer ce que tu dis sur De Zerbi, j'ai été surpris le match, je crois que c'était face à Strasbourg, ouais, exactement, de voir Greenwood et Aubameyang sur le banc. Ouais. Alors que c'est des deux joueurs qui étaient en forme, et je pense que l'année dernière, voilà, c'est Strasbourg, donc un concurrent direct, je pense que l'année dernière, il l'aurait pas fait. Jamais. Il l'a fait quand Greenwood était vraiment au bas avec Enrique, où les mecs, tu sentais, ils avaient la flemme de jouer au foot. Et là, cette année, j'étais surpris de les voir commencer sur le banc à Strasbourg et me dire, ok, d'accord, le mec, il a des options supplémentaires, il a une gestion différente de son effectif cette année. Ouais, mais pour moi, c'est une erreur à la base, parce que à partir du moment où il rentre, il se rend le match facile, en fait. Le match. Oui, ouais, mais et en fait, le problème, c'est que le match, tu peux le perdre avant. Et il peut t'arriver des noises bien avant dans le match, et du coup, on lui aurait reproché. Tant mieux pour lui, le résultat. Le résultat. Oui, mais le résultat lui donne raison à la fin. Donc, moi, j'ai plus rien à dire, il n'y avait pas de souci. Par contre, sur l'idée, je comprends pas pourquoi il se complique la tâche. Tu vois, il rentre et ça change quand même le visage de Marseille à partir du moment où il rentre. Oui, mais donc, tu peux pas commencer toujours. Il y a un moment donné, si tu veux performer, parce qu'on a quand même un enchaînement de matchs à l'inverse de l'année dernière qui n'existait pas, où tu es obligé de faire tourner, et potentiellement c'est logique de faire commencer certains de tes joueurs, sachant que tu venais de jouer à Madrid, où les joueurs ils ont fini, mais rappelle-toi, Greenwood il arrivait plus à mettre un pied devant l'autre, ils étaient complètement lessivés, et on a joué Strasbourg dès le vendredi soir. Ils étaient aussi tu joues c'est l'Ajax que tu joues. Non, je me rappelle plus, putain. Oui, c'est ça. En fait, on joue le Strasbourg le vendredi et on joue l'Ajax le mardi. Et en fait, dans une logique, et on avait joué Paris le lundi. Et c'est ça. Voilà, pour moi, je trouve que c'est logique de faire tourner. Et comme tu dis, à terme, aujourd'hui, on peut dire il a raison. Par contre, tu perds le match de Zerbi, c'est la plus grande des pipes. Donc voilà. Surtout qu'il est hyper important ton match contre Strasbourg, parce que je te laisse le mot de fin, Thomas, sur le sujet. Grâce à la match de victoire contre Strasbourg, tu valides la victoire contre Paris. Et c'est pour moi, c'était presque plus important, parce que tu gagnes ou pas contre Paris, ça faisait 14 ans, tu t'abordais pas le match en te disant on va le gagner, c'est sûr, ce match. Ou c'est 3 points dans la poche. Par contre, quand tu gagnes le match contre Paris, le match contre Strasbourg, il devient encore plus important. Parce que si tu perds derrière contre Strasbourg, tu perds un peu ce crédit et cet avantage que t'as pris sur Paris la semaine passée, parce que tu sais que Paris plus ou moins va gagner son match pendant que tu joues contre Strasbourg. Donc c'était beaucoup plus important, et du coup c'est là que je me suis dit pourquoi il les fait pas commencer pour justement se sécuriser un peu. Et qui lui donne raison, mais t'as raison. Oui, et tu vois, il fait commencer le match, il se sécurise. Peut-être qu'il y a un 0, 2-0, 2-1, ou bref, il se sécurise un peu le match, et il fait rentrer après derrière des mecs dans une équipe qui est en train de gagner le match, pour remettre en confiance, pour faire tourner son effectif, etc. Donc tant mieux pour lui, ça a fonctionné. Par contre, j'ai pas trop compris l'idée de base. Après, je suis pas coach, hein, sinon je serais pas là avec vous en train de faire le podcast. C'est vrai. J'en aurais plein sur le compte, hein, et j'en profiterai bien, vous inquiétez pas. Mais voilà, sur le truc comme ça, j'ai pas compris pourquoi il s'est pas facilité la tâche un peu plus tôt. Et il aurait très bien pu faire tourner autrement en les faisant sortir à la 50e
50e, 60e minute, et après faire jouer des mecs dans une équipe qui gagne pour les remettre en confiance, comme un Gouiri qui arrivait plus trop à cadrer ses frappes et à mettre au fond. Donc voilà. Bon, après ça lui donne raison. Le mec, il a 2 défaites sur presque 10 matchs depuis le début de la saison. Tu vas pas commencer à chercher midi à 14h, mais ouais, c'est 2 derbies à voir sur le long terme. Moi, je suis encore un peu sceptique, comme James le disait, donc on verra comment ça se passe et comment il gère son effectif cette année. Ça va être la clé de sa réussite. En tout cas, on peut dire juste un truc. Messieurs. C'est qu'il y a Non, bien mot de fin. Fini. Non, mais... C'est bon, vous avez dit tout ce que vous voulez dire sur Deserbi, vous lui avez taillé un short là, c'est bon là, il sait qu'il fait chaud à Marseille. J'allais faire une transition, mais t'inquiète. Vas-y, montre-moi, allez, fais-moi rêver avec ta transition. J'allais dire, là, je suis curieux. J'allais dire, on a parlé d'un entraîneur vraiment respectable de Ligue 1, là on va passer à un entraîneur absolument claqué au sol. Donc là on va pouvoir lui tailler un vrai short. Ah, vous êtes dur. Et ben justement, on va passer sur Habib Beye. Merci James pour cette transition. Mais de rien. Et la première question que j'ai envie de poser sur Habib Beye, je sais pas qui a envie de réagir dessus, mais est-ce que il y a pas un délit de sale gueule sur Habib Beye? Est-ce qu'on n'est pas, est-ce que, attendez, est-ce qu'on n'est pas en train de juger plus, est-ce qu'on juge le coach ou est-ce qu'on juge l'homme? Je pense que il y a du jugement. Non, alors, moi, je pense que son problème, c'est ce côté consultant où il a été plutôt très bien perçu et il a été parfois un peu donneur de leçons, mais quand tu es que consultant. Arrogant même. Et je pense que c'est son départ du Red Star. Oui. Et les gars, il est parti, il a un petit peu, je pense que t'es supporter du Red Star. En plus, si je me trompe pas, ils sont en train de plutôt bien se débrouiller en bas. Ils se débrouillent super bien. Donc, je crois qu'il est fait monter. Il est fait monter, non? Oui, il est fait monter en Ligue 2. Ouais, mais tu te rappelles le discours? J'ai discuté avec mes dirigeants, il faut que j'aille viser plus haut. Et mon coco, tranquille. Tu montes en Ligue 2, tu as performé. Maintenant, tu places tes ambitions. Concours de circonstances, il arrive dans un Rennes qui avait fait n'importe quoi avec Georges. Du coup, il y a une indulgence très forte avec lui, justement, quand il arrive l'année dernière. Enfin, et au final, là, ça fait 2 mois. On va pas tirer sur l'ambulance, mais on peut tous regarder Rennes cette année. Toi, James, tu les as vus contre Lens. Moi, des contre clowns. Rennes. Ils n'ont pas encore joué Paris, mais vous avez regardé d'autres matchs de Rennes. Très honnêtement, le meilleur joueur de cette équipe, c'est Rongier. Et quand c'est le meilleur joueur de ton équipe, c'est problématique. Ouais, il pourrait être meilleur joueur dans beaucoup d'équipes, Rongier. Oui, bien sûr. Beaucoup d'équipes, Rongier. Donc, oui, mais est-ce que après là où j'entends ce que veut dire un peu Ludo, c'est est-ce que Rongier dans une équipe qui est censée jouer le haut du tableau, top 7, top 6, Rongier en meilleur joueur, c'est limite. C'est quoi les ambitions de Rennes en fait? C'est ça la question. C'est quoi les ambitions du coach? C'est ça, c'est la bonne question. Parce que les ambitions de Rennes, c'est quoi réellement? Parce que là, si on fait un top 5 aujourd'hui, t'as Paris, Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg, ça fait 5 déjà. Donc c'est quoi? C'est 6, 7, 8? Rennes, normalement, Rennes avec le budget qu'ils ont, pour moi, il devrait être top 5, mais ils le seront. Moi, c'est une vraie question que je pose parce que je n'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse et quand je sais pas quelles sont les ambitions du club, il y a aucun truc qui est communiqué, aucune communication. Moi, je pense que c'est plus le foutoir au club que dans la tête d'Habib Beye. Ah bah c'est Arnaud Pouille qui est président, donc les gars. Je pense qu'ils savent plus pas où ils vont que Habib Beye sait où il va en tout cas. Et ça, c'est un gros problème. Moi, je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'Habib Beye, il est dans une situation qui est délicate dans un club où c'est pas forcément, il fait pas bon vivre en tout cas en ce moment, où c'est pas le meilleur endroit et le meilleur climat, le plus idéal pour travailler sereinement et pour avoir des bons résultats. Ouais, mais moi je suis pas aussi tranché que ça sur Habib Beye. Parce que c'est un des rares entraîneurs déjà qui, quand il parle en conférence de presse, tu sens que le mec, il a compris ce qui s'est passé dans ses matchs, il a compris ce qui allait pas dans son équipe et qui te raconte vraiment et qui se cache pas vraiment.
Contrairement à d'autres qui racontent rien. Moi, je me rappelle de Louis. Rappelez-vous de Luis Enrique quand il sortait des conférences de presse. Si, à part se foutre de la gueule des journalistes. Au début, c'était C'est compliqué, vrai, hein. C'était un peu compliqué et puis il avait pas forcément les résultats qui étaient qui suivaient, ou en tout cas dans le fond de jeu et dans la qualité. Habib Beye, je pense que il y a un côté très arrogant chez lui, un côté très sûr de lui, un peu boulard. De toute façon, c'est la réputation qu'il a. Et je pense que les joueurs peut-être le ressentent, et peut-être que les joueurs aussi on se délie un peu de sale gueule envers lui. Apparemment, il y aurait Fofana et Samba sur ses talons. Et le gang des Lensois qui peuvent plus le supporter. Donc forcément, quand t'as plus ton vestiaire avec toi, c'est compliqué derrière d'emmener tes joueurs. Et je pense qu'il y a un besoin de prendre de l'expérience pour ce mec, de prendre en humilité, peut-être de prendre des clubs un peu plus bas pour se faire de son expérience, son vécu, et puis ses histoires avec des équipes un peu plus faibles, et revenir, parce que ça reste un entraîneur qui est jeune. Je pense qu'il y a du potentiel pour moi, et qui est pas aussi pourri et aussi nul qu'on puisse le dire. Et je suis pas aussi catégorique que ça. Je pense que ça ne marchera pas à Rennes, effectivement, qu'il va finir par se barrer, que dans la sac race un peu, il doit être dans le top 1 ou top 2. Mais je suis sûr que c'est un mec qui va rebondir et qui a des ressources, et qui est capable de trouver un club s'il arrive à avoir un peu plus d'humilité, et à être un peu à amener un peu plus son groupe dans un climat un peu plus stable. Paradoxalement, parce que c'est ce qu'on disait, que Rennes c'était un peu le club parfait pour lui, parce que il se passe pas grand chose si ça marche pas, et au final on se rend compte que, et ça c'est jamais très bon signe quand il y a des choses comme ça qui sortent, alors même si ça vient d'une radio souvent bien informée, mais bon, quand c'est les joueurs qui commencent à faire sortir ce genre d'informations, ça sent réellement pas bon pour les jours qui suivent. C'est mort, hein. C'est mort. C'est la question aussi que je me pose, et James, je te fais réagir dessus. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont aussi en train de savonner la planche en interne? On parlait de Fofana et Samba, voilà. RMC, on n'aime pas, mais Riolo, ça reste quand même quelqu'un qui connaît le foot et qui a des informations, et je pense qu'on peut le croire sur certaines choses. On sait qu'il y a eu aussi des réunions entre joueurs sans la direction, enfin une réunion entre joueurs sans la direction qui s'est organisée. On sait qu'il y a des clans au sein du club, entre le feu père Pinot, maintenant apparemment les enfants de Pinot qui seraient en train de s'impliquer dans la politique du club, c'est le bordel, hein. Et qui voudraient aussi avoir leur mot à dire. Rennes, c'est quand même un club qui depuis 2 ans a eu 4 coachs, 3 directeurs sportifs, 3 présidents. On parlait de Marseille avec beaucoup de joueurs recrutés. La Rennes, c'est quand même plus de 60 joueurs recrutés. On se souvient un peu de la débalque du mercato de l'été 2024. Au final, est-ce que Thomas n'a pas aussi un peu raison, dans le sens où certes Beye a des défauts, mais Rennes, c'est un club très compliqué à gérer et à entraîner. Alors, je suis d'accord peut-être que effectivement, il sert un peu d'épouvantail, parce que Rennes est très décevant, et surtout, je suis désolé, mais on est beaucoup indulgents avec Rennes. Rennes, c'est un top 3, top 4, top 5 des budgets en Ligue 1, je fais pas de bêtises. Oui. Quelque chose comme ça. Ça veut tout rien dire, après, c'est toujours pareil. Non, mais je suis d'accord avec toi, ça ne veut rien dire. Mais à un certain moment, quand tu recrutes autant de bons joueurs, parce qu'il y a des bons joueurs dans cette équipe. Rennes, c'est top 6 budget avec 110 millions. Égalité avec Lille et Lyon. On leur demande pas d'être top 2 ou top 3, mais de jouer l'Europe régulièrement, et ce n'est même pas le cas. Ouais. Mais j'ai juste parlé de ce qui se passe en interne. C'est le foot. C'est le foutoir. Déjà, quand tu mets Arnaud Pouille, alors il a fait des choses bien dans mon club, c'est parce que je vais pas dire le contraire, mais quand tu le laisses en roue libre, quand tu vois la gueule des mercatos, t'as parlé du mercato estival en 2024, mais t'as pas parlé du mercato hivernal de 2025. Parce que c'est n'importe quoi. T'as genre 10 départs en prêt, t'as genre 12 ou 13 arrivées en une semaine, même pas. C'est n'importe quoi. Et les salaires proposés en face. Bien sûr. Donc je pense que c'est comme un peu à l'époque de Lyon, quand Aulas était très comment dire ça, en difficulté, et que il mettait Genesio se prenait tout dans la gueule. Je pense qu'il y a un peu ce côté-là où effectivement la direction rennaise a un peu un rempart, et ils prennent
et puis Abibay il prend tout. Après, si je peux dire Abibay, je trouve que on l'entend, comment dire ça. Oui, il dit les choses. Oui, il y a peut-être un discours assez réaliste. Lucide, ouais, en tout cas. Oui, lucide. Mais au bout d'un moment, il n'y a pas une équipe il y a pas l'équipe de Metz. Il entraîne pas le FC Metz. Il entraîne quand même une équipe avec des bons joueurs. Et ce qu'il propose, c'est insuffisant. Ah bah s'il a fait ce week-end au Havre, c'est un scandale. On est d'accord. Les joueurs aussi qui sont sur le terrain. Alors oui, l'entraîneur, il faut qu'il les emmène. Il faut qu'il arrive à créer une synergie dans le groupe et qu'il emmène son collectif, comme on peut le voir avec Fonseca, qui arrive à le faire des tribunes en plus. Mais par contre, au bout d'un moment, les joueurs, quand ils produisent ce qu'ils produisent au Havre, c'est soit qu'ils ont plus envie de bosser avec le coach, soit c'est pas des joueurs de Ligue 1 professionnelle. Vous parlez du Havre, mais on peut aussi parler de Nantes, où Rennes mène 2-0 et ils se font revenir 2-2. On peut parler de Lorient, où il y a ces 2 cartons rouges en à peine 10 minutes et finalement ils se prennent 4-0, ouais, parce que c'était quand même le 2e match de suite où ils prenaient beaucoup de rouges. Ils en avaient pris un rouge contre Marseille, contre Lorient ils en prennent 2 très rapidement. Mais alors oui, certes, c'est pas lui qui est sur le terrain, c'est les joueurs qui sont sur le terrain, mais un joueur aussi prépare ses joueurs mentalement. Alors bien sûr. On sait qu'il leur demande beaucoup d'intensité. Mais tu vois, moi aussi, je suis un peu partagé avec Abibay dans le sens où il y a des bonnes choses. Quand je regarde le dernier match là face à Le Havre, j'ai bien aimé cette phase sur le premier but là de Mbolo avec la déviation de Le Paul. Je me dis ok, il y a des petites phases de jeu sympas, mais derrière les mecs, dès qu'il y a Rongier qui sort, t'as l'impression que l'équipe s'écroule et surtout t'as un mauvais coaching. T'as un mauvais coaching de Bay qui déstabilise complètement son équipe, très tardif. Je crois qu'il fait que 2 remplacements sur les 5 qu'il peut avoir et finalement il se fait reprendre par Le Havre. Donc, quel aspect de Bay en fait on doit retenir quand on a ce type de match? Moi j'ai quand même l'impression qu'il s'est entêté dans ses idées et qu'il est presque en train de surjouer un rôle qu'il n'a presque pas envie d'avoir, parce que même par rapport à sa communication aux joueurs, je sais plus si c'est ensemble qu'on en avait parlé ou c'est peut-être avec un autre groupe d'amis, il avait interdit à ses joueurs de communiquer. Ouais. C'est à Lens. C'est contre Lens. C'est fou en fait. Et en plus ça colle pas avec le personnage. Il a été joueur, il a été capitaine de l'Olympique de Marseille, il a joué en Angleterre, à Newcastle, il a pas joué dans des clubs où il connaît pas la pression. Et t'as l'impression que là il est rentré dans un mauvais rôle. Je pense qu'il se sait en danger, que ce soit en interne, et en plus je pense que tout ce qui se passe autour de lui médiatiquement, il est pas bête, hein, il le sait, il a travaillé là-dedans, il sait le jeu que c'est, et donc je pense qu'il est en train de se perdre là-dedans, et peut-être que là ça rejoint ce que tu disais Thomas, en fait il faudrait qu'il baisse d'échelon, hein, limite, va entraîner un club plus tranquille, plus sain. Parce que qui plus est, voilà, James, tu disais, Pouille, moi je le connais pas, mais t'as l'impression que c'est pas le gars qui prône la stabilité, en tout cas, voilà. Est-ce que c'est ce qu'il a besoin pour... Parce qu'il faut pas oublier, c'est sa première expérience en Ligue 1, c'est un jeune entraîneur, il a eu du mal, et aussi, ça aussi, cette étiquette, elle lui colle un peu de loser, où, tiens, il a failli aller à Lyon, il avait failli aller à Marseille, il a failli aller à Nantes. C'était un peu la blague à l'époque, effectivement, dès qu'il y avait un poste dispo, tiens, Big Bay. Il y a un poste de Premier ministre, il va faut l'avoir le courage pour nommer un mec qui a 2 ans d'entraîneur, qui a fait à peine en national, qui a montré à peine des choses dans un club à moitié professionnel. Enfin, faut l'avoir le courage pour nommer ce coach-là en Ligue 1 dans ton club de Ligue 1. Donc c'est sûr que c'est compliqué de prendre cette décision. C'est peut-être plus ils se disent, ils veulent un poste, on sait pas quoi mettre, c'est le bordel au club. Bien sûr, mais... Parce que l'année dernière, quand ils te mettent Bay, alors le courage, oui, mais ils avaient suffisamment fait un bourbier en amont pour te foutre Bay quand même. Je pense que à ce moment-là, c'était une très bonne idée, je pense, pour moi. Et d'ailleurs, ils font une très bonne fin de saison et ils se stabilisent et Attention, tu fais la même sereins. erreur que Dusty l'année dernière où ils avaient enchaîné un match, il avait parlé de dynamique. La fameuse dynamique. Personne n'a sorti le mot pour l'instant. Dynamique rennaise. Il y a pas de dynamique à Rennes. L'année dernière, alors c'était pas du tout le même style de jeu en fin de saison dernière que ce début de saison là, où il avait beaucoup plus regroupé, bloc assez bas, défense très costaud, où il fallait pas prendre beaucoup de buts
et ça gagnait beaucoup des 1-0, 2-1 et ça rapportait des points. Mais là, tu vois, quand je regarde ce que tu recrutes cette saison, Madi Camara, Brassier, Mbolo, c'est 33 millions d'euros. Ils ne mettent pas un pied devant l'autre. Tu mets 33 millions d'euros sur 3 joueurs qui doivent être titulaires, ils ne mettent pas un pied devant l'autre. Mais Madi tu vois, Camara, il bizarre... survolait le championnat l'année dernière avec Brest. On disait, c'est qui ce mec qui va tout casser? C'était un des meilleurs joueurs de Brest, un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Le mec ne met plus un pied devant l'autre. L'ancien joueur du Verder là, qui est sur l'équipe. Mikou. Oui, je vois. C'est Mikou qui comparait Madi Camara avec Joao Neves en disant Madi Camara il est aussi bon que Joao Neves. Je suis d'accord. L'année dernière, quand tu regardes les perfs en Ligue des Champions de Brest et tout, franchement, c'était un truc de fou. Oui, non, le mais mec je suis était d'accord. partout. Le mec était partout. Il a super formé. Après, comme ça rejoint ce que tu disais, un contexte, un truc, une équipe. Peut-être que ce discours-là, le 8 octobre, on le tient, et peut-être que dans 3 mois, si Rennes change d'entraîneur et trouve un entraîneur en adéquation avec les capacités, les compétences de ces joueurs-là, peut-être qu'Amadi Camara il performera. C'est toujours une réalité de l'instant, c'est ça qui est beau et qui est dur en même temps, parce que au final. Il suffit de trouver la bonne formule et il sera maintenu et on parlera plus de lui comme celui qui se la raconte. Finalement cette saison il a gagné 2 matchs, un contre l'OM à la 92e, un contre Lyon quand ils ont pris le rouge. Après ils se sont fait ouvrir à Lorient, ils se sont fait remonter, tu le disais tout à l'heure, au Havre, à Nantes. Pour l'instant le début de saison, même si c'est lui qui dit c'est un des meilleurs débuts de saison du Stade Rennais depuis 3-4 ans je crois. Rien que cette statistique, elle fait mal. Oui, ok, mais regarde le contenu des matchs, les points que tu as pris, et en fait, c'est pas suffisant par rapport aux investissements. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais regarde le match contre Lens. Justement, les gars, parce que là, vous parlez au final de quelque chose d'assez factuel, c'est les points. C'est-à-dire que quand on regarde la situation du FC Rennes sur les dernières années, non, là, il est à 10 points. L'année dernière, c'était à 7 points la même période. Les 2 années précédentes, ils étaient à 11 points. 2023, 2024 et 2022, 2023, ils sont à 11 points. Et 2021, 2022, ils étaient à 8 points. Donc, en soi, en termes de nombre de points, c'est pas catastrophique. Non, après, c'est vrai que t'as 3 matchs. Angers, Nantes, Le Havre, où c'est Rennes qui marque les premiers, c'est Rennes qui doit gagner ce match-là. 2 fois, et c'est Rennes qui se fait revenir. 2 fois dans l'état contre Le Havre et contre Rennes. En plus, je crois que Nantes, ils ont 2 frappes cadrées, 2 buts ou un truc comme ça, quoi. Il y a penalty loupé, je crois. Mais quand tu vois les équipes qu'il y a derrière, en plus, enfin, aujourd'hui, les équipes de Ligue 1 donc, il doit y avoir, je pense, entre 7 et 8 équipes qui jouent le maintien, je pense, en Ligue 1. Tu peux pas te retrouver dans la deuxième partie de tableau en Ligue 1 aujourd'hui. Tu joues pas le maintien à Rennes, tu vois. Mais non. Donc, et en Ligue 1, je pense qu'il y a entre 7 et 8 équipes qui vont jouer le maintien cette année. Et tu n'as pas le droit de te retrouver dans ces équipes-là. Mais demain... Rennes, non, c'est interdit. Demain, ils virent Bay, mais virer Bay. En fait, le truc, c'est que moi, je me dis, alors, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais demain, tu vires Bay, mais pourquoi faire? Parce que là, c'est un peu la petite chanson qu'on entend, dans le sens où, si, là, les matchs à venir, donc, là, avec la reprise, ils vont affronter Auxerre à domicile, Nice à domicile, ils se déplacent à Toulouse, ensuite, ils reçoivent Strasbourg, et ils vont au Paris FC jusqu'à la trêve de novembre. Pour moi, il y a des points à prendre. Hein. Mais si ça gagne pas 2-3 matchs minimum, c'est un scandale. Là, sur les 5 matchs, donc Auxerre, Nice, Toulouse, Strasbourg et Paris FC, comme ça, au moins, sur 15 points, il t'en faut quoi au moins? Il faudrait combien de points pour se dire, allez, je suis relax, je passe Noël. Je suis d'accord avec Thomas. Il faut 9-10 points, là, minimum. Tu dois gagner contre Nice, qui met plus un pied devant l'autre depuis le début de la saison. Tu dois gagner contre Auxerre. Donc ça te fait déjà 6 points. Et après, il te faut encore une victoire ou Auxerre, c'est à domicile ou là-bas? C'est à domicile. Oui, tu dois gagner. Oula. Ouf, ouais, alors, pas facile pour avoir été gagné samedi. Non, mais c'est à Rennes, je pense. Ah, c'est à Rennes? Oui, c'est quand j'ai à domicile, c'est à Rennes. Ah, ok. Bon, autant, my bad. Je pense que le bilan que tu feras à ce moment-là, effectivement, parce que tu as des points à prendre, si tu les prends pas, ce sera alarmant.
Moi, je pense que pour le coup, à l'inverse de l'entraîneur de Monaco, lui, il va passer cette trêve hivernale à Bale. Et, en revanche, comme vous dites, s'il fait pas 9 sur 15 et potentiellement mieux, il pourra ne pas tenir la suite. Et le parallèle est très simple à faire avec Ez à Nice aussi. Mais je pense sincèrement que... Non mais clairement, il y a des joueurs, d'anciens joueurs de mon club, qui attendent une chose, c'est que Ez arrive à Rennes, évidemment. Ils s'en cachent même pas. Les joueurs, c'est pas bon. C'est pas un bon La République des joueurs, on est d'accord, mais c'est ce qu'ils attendent. Après, faut pas obliger que... Non mais, faut pas obliger les gars que Ez, il a prolongé. Hein, ouais, moi, j'y Il avait prolongé il y a 1 ou 2 ans. Ça serait pas le premier. Hein. Ah ouais, mais dans la situation économique actuelle des clubs... Là, faut Nice, pas sortir un mais les Chico, Pinot, ils ont de l'argent. C'est ça. Ah non, c'est vrai que c'est... Oui, c'est vrai, c'est Nice, pardon. Radcliffe, il met plus un rond dans le club. Hein. Oui, s'il doit mettre un Nice, ils sont en vente. Hein. De lui. Oui, d'accord. Donc, pour sortir les pesos parce que là, c'est un Checos, hein. À sortir pour 2029, hein. 2029, hein. Là, faut payer les adjoints, la maman, le papy, les enfants. Testis, sans faire une dérive au podcast, mais parlons 1 minute de Nice. Mais si Nice enchaîne des désillusions en Coupe d'Europe et perd en championnat, prolongé, pas prolongé, tu crois qu'ils vont le maintenir, Hayes? Non, mais ils vont le virer, mais je pense que ce sera encore plus dur la fin de saison et qu'ils auront pas forcément d'autres solutions. Ouais, mais bon, si ton groupe t'a lâché, que tu perds tous tes matchs, que là tu fais une série, c'est sûr. Je pense qu'ils peuvent même prolonger ou pas, ils peuvent se séparer de lui, commun accord de je ne sais pas quoi. Surtout si, alors un autre scénario à imaginer, Bay se fait virer de Rennes, Rennes cherche un entraîneur, est-ce que Rennes n'irait pas racheter 1 ou 2 années de contrat de Hayes à... Là, on va loin. Les gars, possible. Je veux juste vous dire, en Ligue 1, les prochains matchs qui vont attendre Nice, il y a Lyon, il y a Nice, il y a Lille et il y a Paris. Il peut sauter... Nice. Contre Rennes, tu voulais dire? Non, ouais, Nice. Ouais. Non mais je pense que Ez, il peut sauter sur un de ces 4 matchs-là. Oui, je pense. Et du coup, la bascule. Après on parlait de Bay, donc on va revenir sur le sujet principal. Oui. Une fraude à l'autre. Non, c'est un sujet qui est connecté parce que au final, moi, un peu la question finale, c'était ok, tu vires Bay, mais pour faire quoi derrière? C'est vrai que vous avez mentionné Ez. De toute façon, moi je trouve ça assez dommage de virer Bay. Je suis d'accord. Tu vois, moi Bay, je fais un peu un comparatif. C'est pour ça que je voulais parler un peu de l'OM au début, dans le sens où pendant un moment De Zerbi, t'as cru qu'ils allaient le virer, tu vois, puisque t'avais un début de saison un peu moribond. Je te parle de l'année dernière, un peu moribond. Après, c'est dur de comparer. Et puis après c'est Marseille, tu vois, voilà, ça s'enflamme toujours un peu. La folie. Le vestiaire était pas contre De Zerbi, j'ai l'impression. Alors que là, si les infos sont bonnes et que le vestiaire est vraiment contre Bay, je vois pas comment il va survivre en fait, parce que c'est juste invivable. Surtout que c'est des cadres. On parle de Samba et de Fofana. On parle pas de mecs qui sont jeunes, tu sais, qui ont pas de. C'est pas des Cissé ou des. Après, attention, parce que j'ai l'impression que c'est une, on va dire, à savoir d'où vient la cassure. Est-ce que c'est une cassure parce que certains disent c'est Fofana, Samba parce que Bay, voilà, c'est grand sourire devant, mais dans le dos il les taille et il veut s'en débarrasser, il sait pas comment le faire. Ou est-ce que c'est Samba et Fofana qui se plaignent parce qu'ils aiment pas la tactique et c'est les gros salaires donc ils veulent faire les boss et ils taillent Bay dans le dos. Donc à voir aussi d'où vient la cassure. Peut-être un peu des deux, mais ce sera toujours plus simple de virer l'entraîneur que de virer les joueurs. Surtout. Donc, ça coûtera moins cher. Ça coûtera moins cher. C'est un gros staff par contre, Bay, mais après le truc qui me ferait de la peine pour Rennes, mine de rien, c'est si tu te sépares de ton entraîneur Habib Beye. Et encore une fois, je suis un peu comme toi, Dusty. Mine de rien, moi j'aime le personnage. Je trouve que il a un côté sympa, même s'il est un peu arrogant tout ça. Et ben tu montrerais encore une instabilité forte, très très forte à Rennes. Et en fait, finalement, depuis quand on n'a pas réussi? Rennes, il y a eu 3 ans, ils jouaient peut-être les barrages ou la Champions League. On a cru qu'ils allaient un peu se stabiliser dans le haut du tableau et en fait patatras derrière, tu vois, c'est un peu dommage et ça fait un peu écho avec ce que tu disais Thomas, mais
si tu veux que ton foot français il progresse, ben, comme tu disais, il faut que l'OM performe, c'est obligatoire. Il faut que Lyon soit là-haut. Il faut, et je vais te faire plaisir, James, qu'un Lens soit là dans une Coupe d'Europe, même conférence. La conférence, c'est très bien. Ben oui, oui, non, mais voilà, parce que c'est des clubs avec même Rennes, tu vois, ils ont un public un peu sympathique, tu vois, donc tu te dis, ça pourrait être sympa, mais malheureusement, Rennes, je crois que cette saison, elle peut être encore compliquée, quoi. On verra. Ça. Eh bien, messieurs, merci pour ce mot de la fin, Ludo. Plaisir, hein, t'as vu? J'ai fini, toujours, sur une bonne note. J'ai fini par un je sais pas. Ouais. Tu sais, gros commentaire, ça fait 1 heure qu'on discute et à la fin, je sais pas. Je sais pas, il arrivera ce qu'il arrivera. Dans 2 semaines, ils seront peut-être, je sais pas, 4e. Non, merci les gars pour cet épisode hyper intéressant. J'ai beaucoup apprécié nos échanges. Nous, de toute façon, dans tous les cas, en tout cas ceux qui seront disponibles, on se retrouve la semaine prochaine pour la reprise de la Ligue 1, pour la reprise de notre beau championnat. Donc j'espère que voilà, vous allez aimer ce nouveau format d'épisode. On va le reproduire maintenant pour toutes les trêves. On va se trouver voilà des petites nouvelles activités maintenant pour ces moments de trêve, des trucs un peu sympas. Là, c'était la première, 2 petits sujets sympas, 2 petits sujets d'actualité. Encore une fois, je vous remercie les gars. On se retrouve la semaine prochaine sur Stadium Ligue 1, bien sûr, pour parler du meilleur championnat d'Europe, du monde et de la galaxie.